Alors l'exposition Electrosound, elle a été imaginée tout d'abord par deux autres commissaires, Jean-Louis Fréchin, qui est designer, et Uroš Petrevski, qui est aussi designer. Ils ont une agence qui s'appelle No Design, pour nouvel objet du design. Ils sont spécialisés notamment dans les interfaces numériques et dans le design du numérique. Ils étaient venus voir la Fondation EDF autour d'un projet d'exposition sur l'évolution d'objets technologiques à travers le siècle. Et notamment, une partie de l'exposition était dédiée à la musique et à la musique électronique. Et la Fondation EDF, avec son nouveau délégué qui s'appelle Hugues Rançon, s'intéresse maintenant un peu plus aux cultures pop, aux cultures populaires et aussi à l'innovation technologique, alors qu'ils étaient il y a quelques années un peu plus centrés sur l'art contemporain. Et ils leur ont demandé peut-être justement de se centrer sur la musique électronique et le phénomène électro. Le phénomène électro faisant suite à une exposition qui avait eu beaucoup de succès sur le street art. Donc c'est à partir de là qu'ils m'ont appelé en renfort en tant que commissaire scientifique et commissaire associé de l'exposition pour apporter toute une dynamique ou tout un arrière-fond culturel, esthétique, sociétal à cette exposition dont la ligne rouge, dont la dynamique reste l'évolution des instruments et l'innovation technologique à travers le siècle. Mais comment aussi ces innovations technologiques, elles permettent de mieux éclairer les transformations culturelles et esthétiques de ce siècle passé, puisque l'expo, le plus vieil instrument qui est présenté dans l'expo sous une forme de gravure, il date de la fin du 19e siècle. Donc on raconte un peu l'histoire des technologies du siècle à travers la musique et à travers la culture. Et ce qui a aussi été très important pour mes deux comparses, donc Jean-Louis Fréchin et Uroš Petrevski, c'était aussi raconter un peu notre vie, notre quotidien et notre mémoire en quelque sorte, de montrer à quel point cette musique électronique n'était pas juste soit une musique d'avant-garde, soit une musique purement festive, mais c'était aussi naturellement intégré dans la vie du siècle à travers la musique de film, la musique pour la télévision, pour la publicité, et puis aussi à travers des objets de consommation courante. À la fois, vous avez des instruments, des véritables instruments, des claviers, des synthétiseurs qui ont été inventés au cours de ce siècle, et puis beaucoup d'instruments d'écoute, un TEPAZ, un électrophone, une radio portative. L'idée était aussi de montrer d'un côté la production, la composition, et puis de l'autre l'écoute. C'est là où leur métier de designer aussi s'intégrait naturellement dans cette exposition, qui est aussi une exposition sur le design. Alors aujourd'hui, il y a une volonté réelle de la part des fondations, des musées, de s'adresser à tous. Il y a presque une injonction à être ludique, participatif, de pouvoir aussi penser des expositions à plusieurs niveaux. Et c'est ce qu'on a fait à travers cette exposition, qui peut normalement intéresser les passionnés d'électronique et de synthétiseurs, puisqu'il y a quand même des objets assez rares, il y a des explications assez précises. Ça peut intéresser les fans de musique électro. On a un public très très jeune. Le premier public qui est venu, c'est vraiment les 15-24 ans, ceux qui font l'actualité et le succès de la musique électronique, qu'elle soit très commerciale ou plus underground, à Paris, en France, comme dans le reste du monde occidental. C'est ce public qui est venu d'abord. On peut s'adresser à lui, on resitue cette musique dans une histoire. Et puis on peut s'adresser aussi à des gens moins spécialistes qui ont envie un peu de mieux comprendre ces machines et aussi à leurs enfants, qui sont venus aussi assez nombreux. Et, euh, et aujourd'hui, c'est presque une injonction muséographique en quelque sorte d'être interactif, quelle que soit, quelle que soit son option. On peut difficilement, quand on veut faire des expos populaires, en tout cas qui s'adressent à un vaste public et qui sont capables quand même de, de remplir la fonction qui est celle de la fondation d'EDF, qui est des œuvres sociales, culturelles, dédiées à l'innovation, de s'adresser à un large public. C'est indispensable de pouvoir offrir cette forme d'interactivité. D'un autre côté, il fallait aussi un peu dédramatiser ou alors désacraliser l'objet, la technologie, qui peut paraître pour les uns très complexe ou pour les autres très facile. Certains disent que la musique électronique c'est très facile à faire, et c'est vrai que c'est de plus en plus facile à faire, c'est de plus en plus accessible, parce que l'expo raconte une longue suite de démocratisation
et d'accès généralisé à la production, à la composition musicale. Et puis donc il s'agissait voilà, de désacraliser l'objet, de montrer comment elle se fabrique, comment elle se manipule, comment les timbres, les textures peuvent être obtenus, et montrer de manière ludique certains des grands principes de la musique électronique, de sa production, de sa composition. Qu'est-ce que c'est séquencer une série de notes, de sons, de percussions ou de mélodies? Qu'est-ce qu'un vocodeur? Comment on trafique la voix? Comment fonctionne un des premiers grands synthétiseurs qui est le Minimoog de 1972? Comment fonctionnaient et fonctionnent aujourd'hui des boîtes à rythme? Tout ça à travers des systèmes aussi qui sont des boîtiers dans lesquels ces objets sont disposés. Mais on a demandé à une agence de motion design qui s'appelle Figs de concevoir aussi une sorte de mise en forme visuelle des formes d'ondes, des hauteurs, des fréquences, des notes, sous une forme esthétique et assez ludique et interactive par rapport à ce que les gens peuvent tapoter ou jouer sur le clavier pour mettre en forme visuellement les fonctions basiques de la musique électronique. Comment exposer une musique? C'est une question qui se pose à beaucoup d'expositions. Euh, Malgré le fait qu'il y ait eu quelques projets à Paris ou en France sur la musique électronique, franchement, il n'y a pas eu grand-chose. Moi, j'ai travaillé sur certaines des premières, qui étaient Global Techno, c'était vers 95, à l'American Center, qui est depuis devenu dans le bâtiment qui est aujourd'hui devenu la Cinémathèque française. On avait beaucoup de flyers, des pochettes de disques, des installations d'art contemporain qui faisaient écho en quelque sorte à une culture qui était en train de naître. Il y avait peu de sons et peu de musique d'après mes souvenirs. On a fait cette série d'expositions donc à l'American Center, après à la Galerie pour la vie du CAPC à Bordeaux, au Confort Moderne et à la Beauté en Avignon en 2000, sous des formes différentes. Et là, c'était à l'époque la musique électronique qui était pas entièrement reconnue, mais en tout cas dans le champ de l'art et de la culture, elle était reconnue comme génératrice de formes visuelles, comme porteuse véritablement de nouvelles esthétiques. Et là, à cette époque, c'était vraiment des expos au croisement de l'art contemporain et de la pop culture. Donc ça, c'est une première option qui est parfois choisie, c'est de traduire en images et parfois même en mythes l'histoire de la musique pop, comme on peut le voir souvent à la Cité de la Musique, avec des expos sur qui on veut, que ce soit Brassens, les Pink Floyd, ou là en ce moment le Velvet Underground, j'ai pas encore vu l'expo, mais on tourne autour de mythes, leur visualisation, des documents, des archives, presque des artefacts de cette culture. Et c'est à la fois passionnant, mais c'est aussi les grands défauts de tous ces types d'expositions, c'est qu'on cherche à agrémenter les traces du son, des traces de la musique, à travers la vidéo, la photographie, le graphisme. Donc on cherche à rassembler les répercussions plastiques d'un phénomène musical et sonore, qui est à la fois passionnant et parfois qui peut tomber un peu à côté de la plaque par rapport à la précision que pourrait avoir un ouvrage écrit tout simplement, ou un très bon documentaire cinématographique ou radiophonique. Donc c'est une question qui est toujours un peu complexe, qui a été à mon avis totalement résolue sur cette exposition avec ce fil rouge qui est sur l'objet, le design et l'innovation technologique. Si on avait dû faire une exposition sur ces histoires de la musique électronique, celle des avant-gardes de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au triomphe de l'électro actuel, ben on serait certainement tombé, malgré nous, dans cet écueil de l'artefact, de la trace et de l'archive qu'on peut difficilement éviter de toute manière. Donc c'est une question qui est toujours assez complexe à gérer. La nouveauté qu'on a peut-être aujourd'hui dans les expositions et qui avait bien résolu celle sur David Bowie par exemple, c'est la précision et la finesse des systèmes de diffusion sonore et musicaux. C'est-à-dire que là on peut avoir des récits qui se font à travers des casques, à travers des zones qui peuvent être délimitées à travers des casques infrarouges. On peut muséographier le son, enfin moi je m'en occupe, je travaille beaucoup là-dessus aussi avec d'autres projets, avec des designers, projets qui s'appellent comme Audiolab ou l'écouteur, et qui sont dédiés à la présentation du son dans des espaces muséaux, et que ce soit à travers des mobiliers d'écoute, des salles d'écoute, des parcours audio guidés, des zones sonorisées,
on peut aujourd'hui, je pense, apporter de nouvelles dimensions à cette muséographie de la musique. Et je trouve que celle de Bowie était dans ce cadre assez réussie parce qu'on traversait des pièces visuelles marquées par une esthétique, marquées par des costumes, marquées par les différents personnages qu'avait incarné David Bowie, mais toujours en son et toujours en musique. Donc là, il y avait une meilleure adéquation que ce qu'on avait pu faire, nous ou d'autres, par le passé, autour de la musique. Ben, parfois, c'est pas aussi bien pensé qu'on le pense, enfin, qu'on l'imagine en tout cas, parce qu'il y a l'architecture du lieu, les 450 mètres carrés, le dispositif des salles fait qu'il faut trouver des solutions à chacun de ces espaces, en quelque sorte. L'idée première, c'était avoir cet espace du rez-de-chaussée qui est un espace, disons, chronologique, effectivement, hein, qui couvre la période principalement 1948-2016 en quelque sorte, qui là est découpé en cinq grandes périodes esthétiques et techniques. Celle d'avant 68 est une période des avant-gardes, celle de 68 jusqu'à 78 est une période où l'électronique pénètre la culture populaire. Les années 80 sont une première période de démocratisation avec l'arrivée des grands constructeurs japonais. Les années 90, c'est les home studios, et on va dire que les années 2000 et 2010, c'est le numérique et la massification du phénomène. Donc voilà, vous avez ces grandes structures, ces grandes époques en quelque sorte. Et puis après, par rapport à l'architecture, vous devez penser des éléments qui vont venir s'acclimater, illustrer, faire écho à ça. Des deux séries de photographies qui se font face à face, l'une consacrée à l'univers des home studios et au fond comment cet espace qui était autrefois très technologique est finalement un espace aujourd'hui très intime, très intimiste, très personnel, et comment les musiciens le personnalisent. Et puis de l'autre, de simples portraits d'artistes et de DJ. Et puis on parle quand même d'une musique en général assez festive, où on écoute la musique assez forte, donc il fallait d'une certaine manière offrir un espace où on puisse quand même s'immerger dans la musique. Cette notion d'immersion, elle est assez importante. Donc ça, c'est la boombox, qui est une sorte de playlist. Il s'agit d'une salle où le son est très fort. On peut voyager dans le son de 1956 à 2016 à travers un dispositif d'une platine qui a été détournée, qui a été hackée par un des commissaires de l'expo, qui est aussi un très grand codeur, un très grand hacker. Donc, comme si on manipule un vinyle comme si on manipulait la molette d'un iPod, en quelque sorte. Et ça permet de passer très rapidement d'un morceau à un autre. Et voilà, c'était offrir une sensation qu'on ne pouvait. Enfin, ça peut paraître très désincarné, ce genre d'exposition. Donc, il faut trouver aussi des systèmes immersifs et incarnants. Et puis, face à cette boombox, il y a une série de reportages photographiques de Jacob Christ, qui est vraiment un des grands photographes de notre époque. Enfin, quelqu'un qui restera comme quelqu'un qui a su documenter notre époque de fête, celle des années 2010, celle de cette époque de violence, mais qui génère aussi une culture de l'hédonisme presque forcenée. Et on voulait là mettre aussi l'accent sur le public, sur ceux qui écoutent et ceux qui dansent. Donc ce sont des formes, plutôt on va dire que ce sont des formes de contrepoint au reste de l'exposition plus didactique. Vous avez un aspect historique et didactique, vous avez un aspect où on manipule les objets, et puis un espace où on l'écoute, et puis un autre où finalement on regarde les gens écouter, on regarde les gens danser. Et ça pour nous pour moi c'était très important d'offrir ce regard sur l'actu, sur ce qui se passe vraiment en dehors de cette histoire, et comment le fruit de cette histoire, en ce moment, voilà, ce sont des gens qui s'amusent, qui se défoncent, qui dansent toute la nuit, bien au-delà de la nuit, en plein jour, et des photos qui reflètent vraiment quand même une vraie chaleur, une vraie convivialité, voilà, qui est un des autres marqueurs de notre époque. Comment une technologie réussit vraiment à s'imposer, c'est une question assez complexe. Euh, il faut d'abord des inventeurs, il faut des visionnaires, il faut des gens qui ne soient pas de simples ingénieurs, mais qui sont des ingénieurs qui sont marqués par un esprit, par un côté visionnaire, et qui vont en quelque sorte imaginer les futurs possibles de la musique et des pratiques possibles de la musique.
imaginer un éventail de pratiques possibles à l'aide de l'instrument qu'ils vont utiliser ou qu'ils vont inventer. Qu'ils vont inventer parfois en ayant observé les musiciens. Donc il faut des inventeurs et des ingénieurs, mais il faut aussi des artistes et des auditeurs qui détournent ces objets de leur usage tel que l'avait imaginé l'ingénieur. Donc c'est une sorte de dialogue qui se tisse comme ça entre un inventeur et un pratiquant en quelque sorte. C'est le cas de beaucoup d'instruments qui sont présentés dans l'exposition. Dans la première partie sur les avant-gardes, les sons électroniques avant 68, pour la plupart, ils sont générés avec des instruments de laboratoire détournés de leur fonction première, qui ont souvent été récupérés au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qui sont des générateurs de fréquences, des oscillographes, des oscilloscopes, des oscillateurs, voilà, qui peuvent générer des sons qui par la suite enregistrés sur bande magnétique peuvent être découpés, inversés, ralentis, accélérés grâce au magnétophone et à la bande magnétique. Donc ce sont des objets de génie mais détournés. Après, il y a beaucoup d'instruments de synthétiseurs qui ont été pensés comme des parfaites entre guillemets, imitations des autres instruments. Il y a une des histoires de la musique électronique, c'est l'imitation des instruments acoustiques, des cordes, des cuivres, du piano, de l'orgue. Certains le font très bien, plus ou moins bien, d'autres pas très très bien. Et c'est souvent les défauts, ces défauts d'imitation qui ont inspiré ici les musiciens les plus intéressants. C'est les défauts des synthétiseurs qui, une touche disait orgue ou piano ou corde, et le son était très différent, possédait une texture particulière qui ont inspiré les musiciens. Donc il y a beaucoup de hasard dans ces inventions, dans ces pratiques. Mais il faut quand même l'esprit visionnaire d'un auteur, ingénieur, pour permettre de lancer ça. Mais il faut que, là, dans l'atelier, il y a plein de nouvelles inventions qu'on présente. On ne sait pas si elles vont rester ou pas, si elles sont assez ingénieuses pour que le public s'en empare, se l'approprie, le détourne. Peut-être pas toujours le détourne, mais en tout cas l'étende, le connecte à d'autres objets. Ça, c'est toujours un peu l'inconnu. Donc c'est très difficile de délimiter des règles qui permettraient de comprendre comment une innovation technologique parvient au succès. Faire comprendre non pas un genre musical, mais l'histoire d'une musique ou d'une culture à travers des outils, des objets, des instruments, c'est, je dirais, un angle comme un autre. Hein. On aurait pu choisir, je ne sais pas, des choses comme la danse, par exemple des figures de danse, des chorégraphies, ce genre de choses. On pourrait choisir le graphisme. Voilà, c'est une entrée comme une autre en quelque sorte. Une entrée finalement assez méconnue parce qu'il y a beaucoup d'objets. Il y a beaucoup d'objets qui sont connus, enfin, il y a beaucoup de salons qui sont dédiés aux musiciens, aux professionnels, dans lesquels on présente les nouveautés technologiques, mais on avait rarement fait d'expo comme ça à travers cette idée de l'instrument. Mais c'est un angle, je dirais que c'est un angle comme un autre. On essaie de parler de la société, de l'évolution de la société et de sa culture et de sa musique au cours du siècle dernier. Et on peut le faire de plein de manières différentes. Moi, c'est ce que je fais dans beaucoup de mes articles, c'est à travers la musique, on peut parler de la société. Que ça soit au-delà de la chronique ou de la critique, que moi j'ai délaissé depuis quelque temps, j'essaye de voir comment un mouvement musical, des manifestations culturelles ou musicales, ou certaines esthétiques permettent de mieux parler de notre monde. Dans le livre là, qui s'appelle Musique non-stop, c'est vraiment justement un recueil d'articles sur les mutations de la musique et comment les différentes mutations permettent de mieux parler de l'état de l'art et de la culture et de la société. Moi, je peux autant m'intéresser à la manière dont les musiques sont diffusées dans les cérémonies funéraires, que la manière dont certains artistes s'inspirent des sons de la nature. Il y a une grande exposition en ce moment justement à la Fondation Cartier sur ce sujet-là. À travers toutes ces pratiques, on peut éclairer la musique. Et donc voilà, c'est juste une question d'angle. Comment parler de notre société ou de l'évolution de notre culture à travers la musique. Voilà, il suffit de choisir un angle prégnant. Et la technologie et l'invention et l'innovation technologique
est un de ces angles possibles. On aurait pu parler de, je sais pas, des mouvements de jeunes, enfin voilà, des différents mouvements, des différentes tribus musicales qui se sont succédées au travers du siècle. Enfin, ça n'aurait pas été sur la musique électronique proprement dit, mais ça aurait été possible. Voilà, justement pour une prochaine expo, je commençais à réfléchir à la danse, celle de la discothèque, pas la chorégraphie, pas le spectacle vivant, mais qu'est-ce qu'on peut raconter à travers ça? Voilà, c'est juste une question d'angle. Alors la raison pour laquelle on trouve des objets qui ne sont pas spécifiquement des instruments de musique dans l'exposition, elle est vraiment due à l'inspiration de Jean-Louis Fréchin et Uroš Petrevski. C'est une décision de designer. Pour eux, c'est très important de montrer comment la culture imprègne les objets du quotidien et comment une culture comme la musique peut se répandre bien au-delà des espaces d'écoute ou de simples disques ou au-delà au-delà de l'instrument en quelque sorte. La musique électronique, pour montrer qu'elle fait partie de notre culture depuis bien plus longtemps qu'on ne le croit, le fait d'utiliser des jouets musicaux, notamment des jouets électroniques sonores des années 80, comme Simon Says par exemple. Il y a toute une série de jeux comme ça qui sont vraiment tout à fait typiques des années 80. C'est une très belle manière de montrer l'époque, voilà, de révéler l'époque, et de montrer comment des sons électroniques qui, 30 ans auparavant, étaient générés dans des laboratoires ou plutôt des studios de recherche liés aux avant-gardes, se retrouvent 30 ans après sous la forme de simples jouets destinés au jeune public occidental. Bah, l'identité française de la French Touch, c'est une histoire assez complexe. Vous avez d'abord on dirait une phase de formation en quelque sorte, avant l'apparition officielle de la French Touch. C'est le début des années 90. C'est l'époque des rave parties, enfin des premières rave parties françaises pendant 4 ou 5 ans, on va dire entre 90 et 94. Là, une grande partie des acteurs de la French Touch sont des rêveurs, sont des danseurs. Ils bidouillent un petit peu dans leur coin. Aucune musique notable n'est vraiment produite pendant cette période en France. C'est une période de fête, de participation, d'immersion, d'utopie, et dans lesquelles chacun découvre la DJ culture, les machines, et une musique qui semble venir presque de nulle part. C'est une musique qui semblait faire table rase de l'ensemble, alors elle avait bien sûr toute une histoire, mais qui était encore largement ignorée par nous tous, en quelque sorte. Donc elle semblait assez neuve, et puis pointée en quelque sorte vers l'an 2000, quelques années plus tard, avec aussi un idéal de fusion, de rencontre entre l'homme et la machine, qui collerait en quelque sorte aux idéaux de la science-fiction qui ont bercé beaucoup des gens de cette génération. Donc il y a cette première période-là, et puis une seconde dans laquelle certains musiciens, bien évidemment les Daft Punk ou Air ou Étienne de Crécy avec son projet collectif Super Discount, vont connaître quelques succès à l'étranger et s'inscrire dans une globalisation des échanges musicaux. À l'époque, la scène techno, ça circule beaucoup entre Paris, Chicago, Rotterdam, Anvers, Gand, Londres, Manchester. Il y a une sorte de dynamique liée à des villes et à des métropoles ou à des villes-mondes qui habitent vraiment cette esthétique. De manière assez différente que peut-être le rock ou la pop, qui était peut-être sans doute plus centré parfois sur des personnalités. Là, on est dans des écoles, des chapelles, des métropoles en quelque sorte. Et donc c'est tout naturellement que cette musique française, elle va rencontrer un écho à l'étranger, et surtout en Angleterre, parce que c'est à l'époque, la presse anglaise, c'est vraiment l'écho, c'est la caisse de résonance de tout ce qui se passe sur la scène, dans la DJ culture, la scène musicale. Tout le monde lit la presse anglaise. Tout le monde lit ID, The Face, Musique, Jockey Slot, voilà. Des magazines qui pour la plupart ont disparu, ou DJ Magazine par exemple. Tout le monde les lit parce que toutes les informations parviennent aux Britanniques et c'est eux qui font un peu la loi en quelque sorte. Et puis c'est un peu un effet miroir, c'est-à-dire que quand on se rend compte que voilà, les jeunes Français ont du succès à l'étranger, ce qui n'était pas arrivé depuis sans doute assez longtemps,
ça provoque en France voilà, une forme d'euphorie ou de frénésie et entraîne dans son sillage un succès en France. Et c'est vraiment un rapport entre la France et l'Angleterre, là, très, très précisément, qui a créé la French Touch. Les médias, dans les années 90, les grands médias ne s'intéressent pas vraiment à la musique électronique, sauf sous la forme du récit de la rêve. Alors ça peut être un récit plutôt enthousiaste chez Actuel, par exemple, hein, qui a été un des mensuels premiers à écrire sur le sujet. Ou sinon, ce sont des émissions de débat, je sais pas, comme un Ciel Montmardi avec Christophe de Chavannes, dès la fin des années 80, sur les phénomènes house et new beat. Euh, Où, je sais pas, vous avez réussi à filmer des gens qui dansaient avec le bras en l'air en faisant un salut nazi dans un obscur club belge. Donc c'était beaucoup d'émissions à sensation comme ça, telles qu'on l'en voit encore beaucoup aujourd'hui. C'était le cas aussi dans la presse britannique, hein, la presse populaire, les tabloïds se déchaînaient contre ce phénomène, même s'il était profondément soutenu par la presse culturelle et musicale. Donc c'est beaucoup d'articles à sensation, dont le plus connu reste un article des pages culture de l'Humanité, qui s'appelait La techno a ses rites et ses croix gammées, et qui est un papier qui paraît en 94, une journaliste plutôt éminente des pages culture, et qui fait vraiment écho à ce qu'on appelle en sociologie une panique morale. Donc c'est quelques jours avant l'organisation d'une grande rêve qui s'appelait Oz, et le papier est totalement délirant. C'est un papier délirant. Euh, et je dis pas parce que, enfin, ça va bien au-delà de la dénonciation de la drogue. C'est un papier délirant. C'est l'incarnation de la panique morale, si vous regardez la définition telle qu'en fait certains sociologues. Donc on a beaucoup principalement des choses comme ça qui arrivent avant la French Touch, et puis après la French Touch, ben là ce sont des papiers, des articles plus culturels, un peu plus, presque plus chauvins qui commencent à apparaître, des reportages. On a un envoyé spécial sur la French Touch qui a été réalisé par mes confrères Philippe Lévy et Alexis Bernier, qui documente bien son époque, parce qu'il y a eu aussi une forme de lobbying qui s'est mis en marche à partir des premières interdictions des rêves, à partir de la circulaire dite Pasqua, vers 95. Il y a eu beaucoup d'annulations, et une partie de la scène techno s'est formée en tant que lobbying, et puis des gens assez influents comme Henri Morel, qui était le président de Radio FG, qui était un proche de Jack Lang, qui avait milité au sein du PS, venait de la communication. On raisonnablement pensait qu'il fallait donner une image culturelle du mouvement. C'était aussi un mouvement culturel. C'était un mouvement où la défonce était naturellement présente, mais il fallait décider de présenter aussi le mouvement de manière culturelle et artistique, ce qu'il était aussi. Et en plus, ça correspondait avec les premiers succès des artistes français, les Daft Punk, et la première technoparade de 98, qui a connu vraiment une influence tout à fait inédite à laquelle personne ne s'attendait. Je ne sais plus combien, on a dû avoir 200 000 personnes dans les rues. Et voilà, donc il y a une forme de communication pensée par les acteurs de la scène électronique pour contrer justement, on va dire, la presse à scandale. Après, pour le reste de la presse culturelle, la presse rock, enfin, que ce soit Lisa Rock, Best ou Rock et Folk, ont eu beaucoup de soucis avec cette scène-là aussi avant la French Touch ou même avant 2000 en quelque sorte. Ce sont des sujets qui ont été peu traités parce que c'était d'autres générations de journalistes et pour qui la musique électronique n'avait jamais vraiment n'avait jamais fait partie de l'esthétique rock ou de l'idéal d'authenticité que peut comporter le rock depuis toujours. Philippe Manœuvre parlait de l'âge noir des machines quand il parlait des années 90, où là tout d'un coup la musique électronique était devenue plus à la mode que le rock, avant que le rock revienne à la mode au début des années 2000. Ce sont des effets de cycle. Et donc voilà. Et puis oui, vers 98 aussi, par exemple, les meilleures ventes de Télérama cette année-là, c'était une couve qui s'appelait l'Ouragan Techno, un truc comme ça, avec la première technoparade. Donc là, c'est vraiment devenu un sujet quand j'étais à la radio, quand je travaillais à Radio FG ou au magazine Coda.
tous les mois, toutes les semaines, on avait des télés, des JT qui venaient, donc il y avait quand même une vraie documentation sur ce phénomène-là, qui ne s'arrêtait plus juste au phénomène des rêves et à leur décadence supposée. Après, dans les années 2000, tout ça a disparu, parce que ça a été le retour du rock, d'autres esthétiques, avant que ce phénomène ne revienne aujourd'hui depuis 2012-2013. Et encore, les grands médias s'y intéressent pas tant que ça, parce que de toute façon, aujourd'hui, l'information, elle passe, comme vous le savez, à travers le web. Cette musique s'est profondément ancrée dans notre société, dans notre culture, mais l'écho qui en est fait dans les grands médias, c'est vrai, n'est pas du tout à la mesure de son importance. Ça, c'est vraiment un souci, enfin, c'est un souci. Les générations qui écoutent la musique électronique ne lisent pas Télérama, même à peine les Inrocks. Voilà, ils ont d'autres sources d'informations qui sont les réseaux sociaux, qui sont les posts des uns et des autres. Et on pourrait dire que de toute manière, cette musique électronique n'a plus tout à fait besoin de ces relais-là. L'autre chose que ça permet de mettre en lumière, c'est une certaine forme de fossé générationnel entre, on dirait, une génération de journalistes, de rédacteurs en chef qui tiennent les médias. Ce n'est pas du tout une dénonciation de complot, mais c'est une question générationnelle. On sent bien que tout ce que l'imaginaire des 60s et des 70s, il est profondément ancré chez ces gens-là. C'est-à-dire qu'au fond, les derniers héros des médias, de ces gens qui détiennent les clés de l'information et qui vont commander des sujets aux autres, on va rarement au-delà du punk, si on est gentil, mais en tout cas rarement au-delà des Rolling Stones, ou des Beatles, ou de Patti Smith, ou de cet imaginaire libertaire des années 60 et 70. Comme si l'époque c'était, comme si la culture, comme si la musique s'était arrêtée à cette époque-là. Alors bien sûr, ils se disent toujours merde, on n'a pas parlé de rap, on n'a pas parlé de hip-hop, donc ils trouvent toujours une manière ou une autre d'en parler. Mais quand on voit toutes les musiques qui se sont suivies, toutes les révolutions, enfin les évolutions musicales plutôt qu'on a connues ces 30 dernières années, elles apparaissent finalement très très peu, à part un peu parfois dans Libération par exemple, mais ce sont des ventes qui sont quand même très faibles comparées à Télérama, au Nouvel Obs ou aux grandes chaînes de télé. Dans les musiques pop, la question des genres et des sous-genres, on peut rapidement s'y noyer. Elle est pas inintéressante, mais elle apporte parfois peu de choses, surtout dans la musique électronique où les dénominations des genres et des sous-genres, on n'est pas dans une encyclopédie, on n'a pas la précision scientifique d'un ouvrage universitaire, donc ce que certains appellent la deep house ou la trance ou le bro-step ou le dubstep ou le two-step ou le speed garage ou la hard trance ou la hard tech ou l'acid trance, tout ça, les différences sont parfois ténues. Et au fond, si on se penche vraiment sur l'histoire de la musique électronique et de ses pratiques, la manière dont on compose de la musique électronique dans les années 60, dans les studios de recherche, et la manière dont on le fait aujourd'hui, les pratiques restent relativement inchangées, même si les outils sont aujourd'hui beaucoup plus puissants. La manière dont on manipule le son enregistré, qui était enregistré sur bande magnétique ou aujourd'hui sur fichier numérique, sur format numérique, au fond, il y a des pratiques qui perdurent. Que l'on fasse de la musique dite savante, expérimentale, de la disco, de la new wave, de la techno et de la house. Et c'est bien pour ça qu'on a réduit la musique électronique aussi à des formes, des pratiques, à des usages, à des technologies, on va dire, de base, plutôt que se perdre dans les sous-genres. Tout le monde ça, personnellement, moi, ça ne m'intéresse plus du tout. C'est vrai que dans les années 90, on voyait beaucoup dans la presse des sortes de glossaires comme ça pour savoir qu'est-ce que c'était l'acid house, la hard tech ou la transgoa, ce genre de choses. Mais voilà, ça, c'est parfois affilié à certaines tribus. Enfin, c'était parfois un peu lié plus à des tribus, une tribalisation de la jeunesse. Ça l'est beaucoup moins aujourd'hui encore. Donc ça a moins de valeur, encore moins de valeur aujourd'hui, ces niches et ces sous-niches musicales. Donc c'est à mon avis, d'un point de vue historique ou d'un point de vue esthétique, c'est une perte de temps. Et je pense qu'il y a des traits esthétiques qui traversent différents genres. Dans l'ouvrage en ligne qui s'appelle Les basiques, la musique électronique,
qui a été publié en ligne, qui est d'accès gratuit, que j'ai rédigé, qui est une sorte de que sais-je. Plutôt que de me lancer dans l'énumération des sous-genres, j'ai essayé de déterminer des grandes esthétiques qui traversent ces musiques. L'esthétique du drone, par exemple, le son tenu, le noise, voilà, on va dire l'esthétique du bruit. Voilà, des choses beaucoup plus simples, comme ça. L'influence afro-américaine de la soul, du rhythm and blues, du gospel, qui est présente aussi. Donc on a plutôt des grandes dynamiques, des grandes esthétiques. Après, on peut les mélanger à loisir comme on veut pour créer des genres et des sous-genres. Mais je pense qu'il faut prendre un peu de distance, il faut dézoomer un peu pour essayer de circonscrire des grandes esthétiques et aussi des pratiques technologiques, des usages techniques qui montrent, qui permettent de mieux nous éclairer sur l'évolution des esthétiques musicales. De manière générale, l'histoire de la musique pop, elle se bâtit souvent sur des mythes que le public, que les journalistes partagent quasiment entre eux et que parfois certains démontent, la génération suivante démonte en quelque sorte. Donc des mythes, nous on en a construit avec la presse anglaise déjà au début des années 90. L'histoire on ne la connaissait pas. On a construit des mythes qu'il faut à mon avis maintenant bien déconstruire, ce que vont commencer à faire de jeunes universitaires, à mon avis, hein, c'est ça, c'est leur travail. J'ai déjà lu un ou deux papiers, on voit que ça arrive de manière un petit peu même agressive, hein, pour essayer de déconstruire tout ça. Donc des gens qui sont en sociologie de la musique, en musicologie, qui vont essayer de faire un travail de fond en quelque sorte. Il y a un mythe des années 90 que nous-mêmes on a construit à travers la mémoire, le souvenir, nos ouvrages, et qui est très présent, qui est présent chez une partie de la scène actuelle, hein, pour qui ça peut représenter, en tout cas ça représente un passé parfois mythique, parfois juste une forme de passé qu'ils essayent de transformer, de réinventer. Ça dépend des collectifs, des groupes. Je viens d'écrire une enquête sur ce sujet-là. Il y a vraiment des gens qui se réclament de cet esprit des années 90, d'autres qui essayent de réinventer d'autres formes de fêtes, parfois beaucoup plus théâtralisées, ce qu'on voit arriver en ce moment. Donc voilà, il y a des gens qui croient à ces mythes, d'autres qui tentent de les déconstruire. Et puis de manière générale, depuis 10 ans, les nouvelles générations de diggers, de DJ, de journalistes, d'amateurs ont aussi essayé de remettre sur le devant des genres oubliés, des classes oubliées. On a beaucoup parlé d'Italo Disco, de Minimal Wave, qui est un terme qui n'existait pas à l'époque, mais ce sont des esthétiques qu'on remet au goût du jour ou dont on essaye de refaire faire une histoire qui n'avait jamais été écrite. Donc parfois on se retrouve aussi avec des sous-genres qui deviennent des choses très, très populaires, ou en tout cas très branchées, très mises en lumière, et dont l'importance historique peut-être devrait être un peu relativisée. Donc de manière générale, l'histoire de la musique pop, il faut sans cesse l'écrire et la réécrire. Et c'est vrai que notamment sur Détroit ou sur les rêves anglaises de la fin des années 80 et les rêves parisiennes du début des années 90, bon, bah, il faut sonder un peu la réalité des mythes. Bon, ça c'est le travail des journalistes et des universitaires. Mais ce sont des mythes qui perdurent et qui sont aussi très présents dans la culture rock. Voilà, cette exposition New York Extravaganza sur le Velvet, c'est vraiment... le Velvet a été un groupe important, cette période new-yorkaise a été importante, mais est-ce qu'il est légitime d'en faire de tels mythes aussi écrasants? Je ne crois pas. Je pense qu'il faut replacer tous les artistes faire un travail d'historien un peu plus posé. Et moi, je trouve que ces mythes de la culture pop, c'est la raison pour laquelle je m'étais intéressé à la techno. J'avais aussi plongé là-dedans. Je venais du rock, etc. C'était une manière de lutter un peu contre cette starification, ces mythes de la culture pop. Moi, à l'époque, j'en pouvais plus de David Bowie, de Nirvana, tout cet imaginaire du rock avait fini par, à mes yeux, il y a beaucoup d'autres d'entre nous, par s'épuiser totalement et ne plus offrir de véritable expérience esthétique, musicale, ce que nous offrait la rêve à l'époque.